Guillaume Boudreau avec Groupe Consultant Le Portage, une firme experte conseil en projets structurants et en projets entrepreneuriaux. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour cette saison de balado. Steve Johnston, entrepreneur en série. J'ai fondé une firme d'optimisation numérique pour les autres entrepreneurs pour les aider. Je suis actif sur les réseaux sociaux avec une infolette, YouTube et autres, et j'optimise l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et je participais à ce podcast avec mes collègues et très heureux de le faire. Michael Charette, avocat en immigration d'affaires depuis plus de 20 ans, président de Well-Funded Enterprise, un courtier en revente d'entreprises. On a un portfolio d'entreprises pour la revente et puis on fait du conseil au niveau du reprenariat au Québec et à travers le monde. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour le 7e épisode de notre balado. Michael, Steve, encore, merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, on parle toujours de reprenariat, là où l'expérience ne se gagne pas en années, mais aussi en erreurs, parce que les erreurs, ça fait partie du processus normal en affaires et aussi en reprenariat. Michael, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu as pu observer dans ta carrière? Ouais, l'objectif, c'est d'apprendre de nos erreurs. Puis la vitesse à laquelle on rebondit, qu'on se relève, c'est les deux concepts de base que j'ai retenus à travers les différentes histoires qu'on a vues avec nos repreneurs. Souvent, le nouvel immigrant, il va minimiser l'effort qu'il va devoir faire pour s'adapter à la culture québécoise. Ils ont du succès dans leur propre culture, ils ont développé un certain nombre de succès. Ils arrivent ici, ils pensent que ça va être aussi facile ou qu'ils vont être capables de reproduire ça. Je pense que c'est la nature humaine d'être comme ça aussi. On l'a tous vu dans le monde d'aujourd'hui. On a des entrepreneurs à succès qui se disent « Ah, j'ai réussi », puis ils se disent « Je vais toujours réussir ». C'est pas nécessairement vrai. Faut pas se mettre dans ce mindset-là que parce que j'ai déjà réussi, je vais réussir à nouveau. Donc, moi, j'essaye dans l'accompagnement que je fais de rappeler ce concept-là, qu'on recommence à zéro, puis que c'est une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle culture, puis qu'il y a des règles différentes qui s'appliquent, malgré le fait que les principes de base, comme par exemple l'éthique du travail, l'attention aux petits détails, bien s'entourer, sont des principes universels qui vont faire en sorte que le succès va être présent. Mais c'est des erreurs que j'ai vues, ça, donc de minimiser la marche à monter. L'autre erreur que j'ai vue aussi, c'est de pas nécessairement prendre le temps d'écouter les employés en place. Dans le cadre d'un reprenariat, c'est qui la stabilité? C'est les employés qui étaient là le jour avant le reprenariat. Donc, j'ai vu ça beaucoup dans des reprises où on avait un peu minimisé le fait que les employés qui sont là, ils connaissaient les procédés. Il n'y avait pas besoin du cartable. On fait des farces, mais le transfert de connaissances se fait à travers l'humain. Puis minimiser ça et ne pas mettre l'humain au centre, comme on a raconté dans un autre de nos épisodes, va faire en sorte qu'il y a des échecs possibles. Mais Steve, je suis certain que tu as des expériences similaires là, au niveau du changement. Moi, je dirais au niveau, pour revenir à la question directe puis faire des liens avec ce que tu dis, c'est que la pire des choses, c'est de ne pas passer à l'action. On a parlé de plein de choses dans les 6 épisodes précédents, puis celle-ci, mais c'est de ne pas passer à l'action. Puis des fois, c'est quelque chose que moi j'ai appris d'un bon bout de temps aussi, c'est que le statu quo, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Donc, le vendeur qui est rendu à un certain âge, avec certains problèmes, qui dit, il repousse à plus tard, prend pas de décision. C'est une décision de repousser à plus tard. C'est comme contradictoire, puis en même temps assez simpliste. Puis aussi, c'est que le monde va dire, bon, ben j'aurais dû faire ça, j'aurais dû commencer avant, j'aurais dû. Donc, il faut arrêter de faire les aurais dû, puis d'être paralysé par l'analyse en général. Donc, ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Puis avec l'action vient l'apprentissage, vient les petites erreurs. Puis comme Michael l'a bien dit, avec les petites erreurs, on apprend, on converge, on rebondit, et puis on arrive. Donc, si c'est, supposons, dans mon domaine où est-ce qu'un entrepreneur qui n'est pas habitué avec les technologies veut se préparer à la vente et dit, ben là, il faut que je le fasse,
Parce qu'il y en a plusieurs qui vont se dire, je suis sûr que Michael a des histoires où est-ce qu'ils vont dire, non, moi, je vends ça, puis l'autre s'en occupera, je veux pas faire ça, moi. Mais il laisse peut-être des centaines de milliers, sinon des millions de dollars sur la table. Si, à l'inverse, ils disent, il s'occupe bien, il utilise des programmes pour aller chercher des honoraires d'experts, il forme ses employés, il se lance dans, même si c'est petit, pour fil du temps, puis il trouve peut-être un champion ou une championne dans son équipe pour le faire, là, puis lui supervise, puis il avance avec ça, mais il veut vraiment, parce qu'il faut que l'équipe de gestion supporte ce genre de projet-là, sinon ça plante. Ça, c'est un autre sujet où est-ce que moi, j'en ai pas des contrats où est-ce que l'équipe de direction ne veut pas, puis les employés veulent, c'est bizarre, mais ça fonctionne pas de même. Mais si je reviens, c'est vraiment ça, c'est que il faut qu'il commence à faire de quoi, il faut qu'il commence à se mettre la main dedans, puis, j'ai déjà nommé, la meilleure façon, d'avoir un plan. Tout à fait. Puis, parlant du plan, justement, on dit que jusqu'à 30% des cédants n'ont pas consulté d'experts. Ou en fait, seulement 30% des cédants vont consulter un expert. J'aimerais faire un lien avec cette planification-là, mais aussi, surtout, avec le taux de défaillance. Tantôt, tu parlais de ne pas passer à l'action. Donc, les transactions, il y a jusqu'à 28% des transactions qui étaient en planification en 2022 qui sont tombées à l'eau, ni plus ni moins. Qu'est-ce que le cédant peut faire en préparation pour faire en sorte que sa transaction à lui, qu'il soit bien préparé, que la transaction elle continue, qu'elle ne tombe pas à l'eau, justement, puis tomber dans ces statistiques-là qu'on peut voir? Ben, c'est de bien se préparer, comme on a parlé, sur différents aspects. Puis en faisant affaire avec un expert comme Wellfunded, où est-ce que tu connais tous les aspects. Moi, j'ai le côté numérique, mais c'est pas le seul. Je peux pas mettre mes lunettes d'optimiseur numérique, mais vraiment plus dans l'ensemble de l'œuvre, puis regarder. Puis un bon conseiller va voir les lacunes, va savoir comment prendre ces lacunes-là et les transformer en opportunités. Donc, c'est clair, net et précis que le vendeur doit se préparer à l'avance pour prendre la même entreprise, je dirais la modifier un peu, puis peut-être qu'elle va doubler en valeur. Ou, dans le scénario positif, ça peut être plus, mais dans le scénario négatif, c'est que, ou le minimum, le plancher, c'est être capable de la vendre. Parce qu'éventuellement, il va y avoir de la compétition, on en a parlé, il va y avoir plusieurs qui vont se vendre en parallèle, puis il va y avoir de la négociation féroce, puis dans les premiers mots qu'on a utilisés, l'offre et la demande, c'est super important. Donc, si il y a beaucoup d'offres sur le marché, il faut que tu différencies. Puis ceux qui connaissent l'auteur Seth Godin, il a écrit un livre, Purple Cow. Il va falloir que même dans le reprenariat, que tu sois une Purple Cow, que tu sois la vache mauve dans le champ, que le monde remarque, puis que c'est elle qu'ils veulent, parce qu'il va en avoir plein d'autres avant. Michael, tu veux réagir? Oui, non, définitivement, on parle de conseillers, puis quand on parle d'erreurs, puis d'exemples d'erreurs qui ont été commises par des repreneurs étrangers, c'est la fiscalité. Une des choses que je dis à tous mes investisseurs depuis 20 ans, quand arrive le moment de conseiller au niveau du landing, j'ai fait beaucoup de conseils au niveau fiscal. Puis je commençais tout le temps en disant, la loi la plus épaisse au Canada, c'est la loi fiscale. Quand j'ai fait mon droit à l'université, là, je me souviens dans ma panoplie de livres de droit, là, celle qui était la plus grosse, la plus volumineuse. Là. Par épaisse, on veut dire volumineuse ici, là. Au sens que les gens décideront de prendre. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la complexité de cette loi-là, elle est réelle. Dans cette perspective-là, le Canada s'est développé une économie qui s'appelle des fiscalistes, qui est présente un peu partout dans le monde, mais au Canada, c'est une vraie réalité qu'un entrepreneur ne peut pas négliger. Je donne un exemple. Quand on fait l'achat d'une entreprise et la revente d'une entreprise, il y a un gain en capital, il y a une exemption en gain en capital de près d'1 million de dollars qui est disponible pour les gens qui vendent une petite entreprise. Ben, un acheteur qui arrive ici, qui veut se lancer en affaires, qui veut reprendre une business, doit penser à ça. Comment il va structurer, avoir le mauvais holding, le mauvais conseil juridique, avoir des actifs ou des prêts qui n'ont pas nécessairement été réfléchis correctement au point de départ, peut causer des impacts fiscaux, des impacts fiscaux qui vont être majeurs dans les 5-10 prochaines années. Je l'ai vu de façon récurrente de repreneurs étrangers qui n'avaient pas cette culture fiscale-là. Parce que les systèmes fiscaux étaient élaborés de façon différente dans d'autres pays, avec soit des fiscalités plus souples, soit des
fiscalité non appliquée par l'État. On a vu ça beaucoup dans le croissant, dans le miracle chinois qu'on appelle. Pendant longtemps, le droit chinois en fiscalité était très clair. Par contre, il n'y avait pas d'application de la loi fiscale pour permettre, c'est une politique consciente du gouvernement de ne pas appliquer la loi fiscale pour permettre le retour dans l'économie de l'argent qui aurait été normalement retiré par l'État. Ils se disaient, on est mieux de le laisser chez les entrepreneurs, eux autres, ils vont faire rouler l'économie, puis on voit le résultat d'aujourd'hui. Donc, de garder cet argent-là dans l'économie a servi. Quand l'État a eu besoin, avec une classe moyenne plus grande, de plus de revenus, ils sont retournés vers les entrepreneurs et puis ils se sont mis à appliquer aujourd'hui une loi fiscale beaucoup plus concrète. Donc, au Canada, erreur numéro 1 d'un repreneur étranger, c'est de ne pas comprendre la fiscalité. Puis je pense que ça s'applique aussi aux Québécois qui voudraient reprendre une entreprise, un jeune qui veut reprendre une entreprise, qui hérite de ses parents, par exemple. Hein, on va en voir de plus en plus de ça. Des gens qui vont hériter de leurs parents un certain montant d'argent, qui vont se dire, moi, je veux me lancer en affaires, je vais être un entrepreneur, c'est de plus en plus populaire dans ce site aujourd'hui. On le sait. Donc, au lieu de se lancer en affaires, pourquoi pas reprendre une entreprise avec ton petit pot d'or que tu as reçu, avec la maison que tu as reçue, pas d'hypothèque. Peut-être que tu peux prendre cet argent-là, hypothéquer la maison, puis pouf, aller faire un investissement. Est-ce que tu as les bons conseils fiscaux? Est-ce que, puis souvent, on voit souvent des gens qui viennent nous voir qui ne font pas la distinction entre le comptable et le fiscaliste. Un donne une interprétation d'aujourd'hui, l'autre va nous aider à optimiser la relation avec les paiements fiscaux, les paiements fiscaux qui vont se faire dans le futur. Donc, extrêmement important d'avoir un plan, comme Steve l'a dit, au niveau fiscal. C'est une erreur que je vois de façon récurrente et auquel il faut le plus possible dire à nos clients de faire attention. Steve, j'imagine que quand on reprend une entreprise ou même, ça doit s'appliquer aussi avec les entreprises en cours. De toute façon, on parle du post-reprenariat ici en ce moment. C'est quoi les signaux d'alerte qu'on peut voir apparaître au début quand il y a une problématique là, au niveau numérique? Il y a des gens qui paniquent. On va dire comme ça. Il y en a qui s'énervent puis ils vont retomber dans les vieilles habitudes, dans les genre, je sais pas, un nouveau système où le système était déjà en place, disons, où il venait fraîchement être mis en place, puis les gens vont retomber à leur crayon papier ou à leur feuille Excel, puis ils le font pas, puis là, ça peut prendre bien du temps à se rendre compte de ça. Donc c'est un risque. Est-ce que c'est le seul signal d'alarme? Non. Au niveau des autres signaux, ça peut être aussi au niveau, s'il y avait un plan de communication en place avec les réseaux sociaux ou même à l'interne ou avec la presse traditionnelle. À ce moment-là, est-ce que ça continue à rouler? Est-ce que ça continue à avancer? Tu sais, il faut que tu regardes un peu. En fait, je le mettrais en lien avec, tu sais, si tu gères des employés, puis un ou certains de tes employés sont absents, l'absentéisme, c'est un signe, un symptôme de manque de motivation. Donc, il y a un problème à quelque part. Pourquoi cette personne-là? C'est soit à l'interne, soit dans sa vie, soit d'autres choses, mais il y a un problème. Donc, au niveau du parc technologique, si tu as un manque de données, si tu as un manque de communication, si tu as un manque d'intérêt, ou tu vois que les choses ne se passent pas, faut que tu ailles investiguer, tu ailles regarder un peu ce qui se passe pour t'assurer que ça fonctionne, puis ça continue à aller de l'avant. Parce que là, on parle un peu de plus tard, pas nécessairement au jour 1, mais un peu plus tard. Donc, les choses devraient être plus rondes pour ça. Donc, je dirais un peu pour point, je dirais ces signaux-là ou ce genre de signaux-là, ça serait celui qu'il faudrait surveiller. Michael? Oui. Ta conclusion sur les erreurs qui doivent être évitées post-reprenariat? La planification, c'est la clé du succès. Ça prend un bon plan, une bonne compréhension, un accompagnement qui est adapté au type de transaction qu'on essaie de faire, puis d'avoir des partenaires financiers qui sont capables de nous apporter les outils requis pour éviter les erreurs. Donc, pour conclure, on pourrait dire que de faire des erreurs, c'est inévitable, mais qu'il y a des erreurs qui sont évitables. Il faut les éviter, tant que possible, en apprendre, pas les répéter. Steve? J'aimerais dire justement passer à l'action, que j'ai dit tantôt. J'ai dit aussi passer à l'action rapidement avec des petits projets et ne pas prendre le projet du beau-frère, du cousin, de la cousine qui dit « Hey, ce logiciel-là, il est super, ça va le prendre, tu règles mes problèmes. » « Ah oui, parfait, je le prends. » Non, j'ai dit passer à l'action, mais il y a une certaine limite à passer à l'action, être prêt à faire des erreurs, comme tu faisais le sommaire,
pour s'assurer que les choses évoluent plus rapidement puis qu'ils avancent. Mais naturellement, dans la mesure de nos connaissances, et pas aller avec un ERP complet dans l'entreprise pour passer à l'action comme Steve l'a dit. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, dans le prochain épisode, on se tourne vers l'avenir. On parle Vision 2030. Michael, Steve, merci encore d'avoir participé à l'épisode. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci Michael.